Avec ou sans parure, avec Asma Switat. Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat sur le 105.4, en ouvrant débat dans Avec ou sans parure sur le marché immobilier marocain qui a connu un certain marasme ces dernières années. L'année 2025 sera-t-elle l'année de la vraie reprise? Quel impact aussi sur l'organisation de la Coupe du Monde 2030, donc sur ce marché de l'immobilier marocain? La Coupe du Monde sera-t-elle un accélérateur comme pour d'autres secteurs ou alors une source de contraintes? On ouvre le débat avec nos invités. Je vous présente sans plus tarder à mes côtés cet après-midi dans le tour de table Fabriça Youst, directrice générale de BMCE Immobilier, filiale du groupe Bank of Africa. Vous êtes en charge de la gestion active des actifs immobiliers appartenant à Bank of Africa et des expertises immobilières pour le groupe. Vous êtes également directrice générale du site www.damanimo.ma. Par ailleurs, membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors depuis 2008. Fabriça Youst, je vais y arriver. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Asma, merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. À mes côtés également dans le tour de table, Amal Msenda, notaire à Casablanca depuis 2005. Vous êtes docteur en droit privé, également président du Conseil régional des notaires de Casablanca et vous êtes membre au Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc. Bonjour à vous, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. À mes côtés également dans le tour de table, Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Cap7 Group. Vous êtes diplômé en ingénierie génie civil de l'université McGill à Montréal et vous possédez une expertise solide dans la gestion des opérations immobilières résidentielles et tertiaires. Vous avez acquis d'abord une expérience en multinationale au Canada, puis une expérience en tant que directeur de projet au Maroc, notamment dans la gestion d'actifs immobiliers majeurs tels que l'usine Yazaki à Meknes, l'usine Aptiv, l'hôtel Onomo à Massira, sur Massira Khadra, n'est-ce pas, entre autres. Ali Benjeloun, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous encore une fois. À mes côtés également dans le tour de table, Amar Barada, directeur général de Yasmine Immobilier. Votre activité de développer des projets immobiliers résidentiels et professionnels, notamment les tours végétales et le centre commercial au village à Sidi Marouf. Bonjour à vous, Amar Barada. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. À mes côtés également dans le tour de table, Naufal Belkhadal, cofondateur et directeur général de Aqar.ma. Vous êtes à la tête d'une société de gestion immobilière spécialisée dans l'immobilier neuf et sa filiale Aqar Intermédiation spécialisée dans la location et l'immobilier seconde main. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Asma, merci pour l'invitation. Merci à vous encore une fois. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation au débat. Maintenant qu'on connaît le tour de table, je vous propose d'écouter l'éditorial préparé par la rédaction. On se retrouve juste après pour vos commentaires. On ouvre un débat dans Avec ou sans parure sur le marché immobilier marocain et ses perspectives pour l'année en cours. Pour de nombreux spécialistes, 2025 devrait suivre la même tendance que 2024, sachant que le marché a été marqué l'année passée par une augmentation significative de la demande en biens résidentiels. Le résidentiel n'étant pas représentatif de tout le secteur, il convient de le rappeler. En parallèle, l'offre aurait baissé, ce qui risque de créer une pression à la hausse sur les prix. Un phénomène qu'on observe déjà dans certaines villes comme Marrakech ou encore Ben Slimane. Là-bas, les prix du foncier et des biens ont flambé pour différentes raisons. Celles qui reviennent le plus souvent dans la bouche des professionnels sont la hausse des coûts de la main-d'œuvre ainsi que l'envolée des prix des matériaux de construction. Qu'en est-il de la Coupe du Monde de football 2030 ? L'annonce de l'organisation de cet événement mondial en est-il pour quelque chose dans la flambée des prix ? La Coupe du Monde 2030, une opportunité ou une contrainte pour le marché immobilier marocain ? On en débat. Il ne vous a par ailleurs pas échappé que l'année passée a été marquée par le lancement du programme d'aide directe au logement, un programme qui s'étale sur 4 ans jusqu'en 2028. L'impact de ce programme est-il d'ores et déjà perceptible ? Est-il par ailleurs suffisant pour soutenir la demande ? Et dans le contexte actuel, faut-il booster la demande ou alors se concentrer sur l'offre ? On ouvre le débat avec nos invités dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Amar Barada, directeur général de Yasmine Immobilier, première réaction par rapport à l'éditorial qu'on vient d'écouter. Ouais, d'abord, la Coupe du Monde, évidemment, est une magnifique opportunité pour tout le pays. On en parlait hors plateau, c'est l'occasion et ça crée une émulation chez différents secteurs de l'économie.
et nous attendons tous, en tant que Marocains, d'assister à cette belle Coupe du Monde. Donc il y a un impact certain, direct et indirect. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais il est certain qu'un événement aussi important, sur lequel je pense des millions et des dizaines de millions de spectateurs seront présents virtuellement ou physiquement, va avoir un impact sur notre secteur, qui est le secteur immobilier, que ce soit dans le segment professionnel, les hôtels et les infrastructures, mais aussi dans le résidentiel. Donc je pense que cette question elle doit se poser, et la question qu'on doit se poser, c'est comment faire en sorte que l'immobilier puisse renforcer et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir faire en sorte que la Coupe du Monde se passe dans les meilleures conditions pour les spectateurs. Fabrice Sayoust, directrice générale de BMCE Immobilier, filiale du groupe Bank of Africa, votre réaction par rapport à l'éditorial ? Donc effectivement, il y a la perspective donc de l'organisation non seulement de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 qui insuffle donc une certaine dynamique dans le pays aux différents niveaux de l'économie. Il faudra que, comme Omar l'a dit, que l'immobilier puisse en bénéficier et puisse accompagner cette dynamique. Il y a à côté de ça, de manière plus large, on voit que de grands travaux d'infrastructure sont lancés au niveau de tout le pays pour préparer notamment ces événements, et dont tout le pays va pouvoir bénéficier, que ce soit en termes de routes, tout ce qui est aéroport, les connectivités entre les différentes infrastructures, les villes, les périphéries. Donc, pardon. Donc tout ça permettra effectivement d'accompagner cette croissance et ouvre des nouvelles perspectives pour l'immobilier. Donc par ça, ça veut dire que on va avoir des nouvelles offres immobilières aussi dans les périphéries, dans les petites villes, parce qu'on a une meilleure connectivité. Il va y avoir une desserte qui va être améliorée. Donc c'est effectivement des points qui sont plutôt positifs. On reviendra effectivement plus en détail sur ces aspects que vous venez effectivement de dérouler. Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group, votre réaction par rapport à l'éditorial ? Alors, vous avez parlé dans l'édito, vous avez dit que c'est une opportunité ou une contrainte. Alors clairement, aujourd'hui, c'est une opportunité. Aujourd'hui, le Maroc est dans un momentum. On a 5 ans devant nous où vraiment on a carte blanche. Je peux vous dire que même les pouvoirs publics, j'ai assisté à pas mal de réunions à la Wilaya avec le Wali de Casablanca, et ils sont là à nous encourager. Le tourisme va exploser concrètement. Il y a un besoin d'hôtels qui est là, et les pouvoirs publics sont vraiment là pour nous encourager. Ils nous tendent la main, et donc moi je pense qu'il faut vraiment profiter. On a 5 ans devant nous et il faut en profiter. On verra tout à l'heure comment justement les pouvoirs publics vous tendent concrètement la main aujourd'hui, n'est-ce pas ? Naufal Belkhdar, cofondateur, directeur général de Aqar.ema, votre réaction par rapport à l'éditorial ? Alors, je rejoins mes collègues sur la partie opportunité. Je pense que clairement, la Coupe du Monde est une opportunité pour le Maroc de briller à l'international, non seulement avec quelques villes qui sont déjà présentes à l'international comme Marrakech, mais plutôt de découvrir le Maroc dans sa globalité. Donc, c'est une opportunité premièrement touristique, mais non seulement ça, on commence déjà à ressentir l'impact de l'organisation de la Coupe du Monde, avec pas mal d'infrastructures sur tout le royaume qui sont en train de s'établir, notamment, comme a dit ma collègue, les routes. Le notons sur Casablanca, par exemple, les routes, on commence déjà à le ressentir. Et c'est déjà un impact, moi je pense, qui va être fait sur l'immobilier local, avant que ça soit, pour les locaux, avant la Coupe du Monde. Nos locaux vont profiter. Les promoteurs immobiliers, les particuliers dans le rachat, etc. Et bien sûr, l'impact, ça sera après la Coupe du Monde, dans le fait où le Maroc sera encore une fois une destination internationale plus connue, et du coup va impacter plusieurs secteurs d'activité. Amal Msenda, notaire à Casablanca depuis 2005, votre réaction par rapport à l'éditorial ? Donc je rejoins tout le monde. La Coupe du Monde, c'est magnifique. Aujourd'hui, le Maroc va adopter cette initiative, comme vous savez, pour pouvoir être à la hauteur de cet événement. Il faudrait que le Maroc se dote d'infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, donc c'est les hôtels, les logements, les routes, etc. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a plusieurs chantiers qui ont été ouverts à ce niveau-là.
Et je pense que le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour aller de l'avant. On a bien sûr Da'am Sakan, entrepris par l'État. On a également Ville sans bidonville. Et tout ça, c'est des initiatives qui vont contribuer à être prêts 2025 et 2030 pour accueillir ces deux événements, Inch'Allah. Alors, si vous permettez, avant de s'intéresser peut-être à l'année 2025 précisément, les perspectives et les grands défis justement pour votre marché, le marché de l'immobilier, parlons déjà du bilan de l'année passée pour qu'on comprenne effectivement d'où on part, n'est-ce pas? Armal Barada, pour commencer, directeur général de Yasmine Immobilier, comment vous jugez-vous l'année 2024 pour le secteur de l'immobilier de manière générale? Alors, avant de répondre à la question, je pense qu'il faut... je vais en profiter pour dire quelque chose qui n'était pas nécessairement en ligne avec tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est aussi une contrainte, la Coupe du Monde. C'est une contrainte parce que c'est dans 5 ans. Et donc, la temporalité fait que nous sommes tous amenés à agir vite, à développer rapidement. Il y a des objectifs qui ont été fixés, par exemple, dans l'hôtellerie, pour pouvoir avoir à peu près 150 000 lits supplémentaires. On ne sait pas si on pourra le faire dans un temps aussi court. Donc, évidemment, l'immobilier traditionnel, résidentiel, peut contribuer à remplir une partie de ces lits-là parce qu'il y aura du Airbnb, du Booking qui pourra contribuer et répondre à une demande. Mais il est certain que ça veut dire que nous devons tous être alignés, les pouvoirs publics, les acteurs institutionnels, les privés, pour pouvoir changer de cadence. Parce qu'aujourd'hui, le temps moyen d'autorisation est relativement long. Je ne sais pas si Ali peut confirmer, mais on est peut-être sur 9 mois ou 12 mois pour autoriser un projet, ce qui est énorme quand il nous reste 5 ans. Donc, par conséquent, il est fondamental qu'on puisse se dire aussi... De ce point de vue-là, est-ce que vous sentez déjà un petit changement ? Je ne pense pas qu'il y ait un changement important et qu'on ait constaté en 2024 et 2025 une accélération incroyable sur la rapidité de traitement des dossiers ou un encouragement important. Les autorités principales encouragent, ça c'est vrai, il y a une volonté de développer en particulier l'hôtellerie et d'encourager l'investissement, ça c'est clair. En revanche, plus on parle de process, les process, eux, n'ont pas été ni revus, ni accélérés malheureusement. Un petit bilan peut-être pour 2024, pour vous rapidement. Le secteur, le marché de l'immobilier a été marqué par quoi précisément, si vous deviez décrire ça en quelques mots rapidement? Moi, je dirais que 2024 est une année un petit peu transitoire, parce que c'est l'année où on a appris l'arrivée de la Coupe du Monde. Donc, il y a déjà eu une anticipation des acteurs en disant, tiens, il y a une opportunité de pouvoir investir. Il y a eu des impacts, évidemment, on a parlé de flambée de foncier, il y a eu des mouvements spéculatoires, on parle de Ben Slimane, par exemple, qui est une ville dans laquelle on aura un stade immense. Donc aujourd'hui, c'est une année dans laquelle beaucoup d'acteurs se sont posé la question de ce qu'ils devaient faire sur les 5 prochaines années. Donc c'était vraiment une année de réflexion. Je pense que nous tous, autour de la table... Mais certains disent justement que 2025 va continuer justement sur la même lancée que 2024 à être justement une année de transition. Oui, parce que tout prend du temps. Encore une fois. Donc il y a cet aspect temps, effectivement, sur lequel il faudrait agir. Certainement. Si on a les moyens, effectivement. Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group, vous voulez réagir? Oui, je voulais rebondir sur les contraintes administratives. Aujourd'hui, clairement, en tant que promoteur, notre plus grande contrainte, d'abord, le foncier n'est pas facile à trouver, mais une fois que le foncier est trouvé, notre plus grande contrainte, ce sont les process administratifs. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Omar, c'est vrai qu'il y a 9 mois minimum, en général, pour autoriser. Après, je ne parle pas de la réception et du PH, qui prennent autant de temps. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on vit aussi, c'est avec la LIDEC, qui est aujourd'hui devenue la SRM. Et depuis 2 mois, en tout cas, nous, vraiment, en tant que promoteurs, on souffre énormément par rapport à un changement du management. Et ça pénalise énormément les promoteurs. Aujourd'hui, malheureusement, la fédération des promoteurs n'est pas assez forte aujourd'hui. On n'a pas assez on n'a pas une aura qui est puissante. Et donc, chacun souffre de son côté aujourd'hui. Et c'est malheureux. Amal Msenda, notaire à Casablanca depuis 2005, vous voulez réagir? Donc, je rejoins ce qu'on dit aujourd'hui sur ce plateau, ce qu'on vient de dire, mais j'aimerais aussi rajouter une chose très importante, c'est que 2024 était une année passerelle pour nous aussi, les notaires, et les promoteurs immobiliers. Pourquoi ? Parce qu'on a vu le 1er juillet 2024, grâce à la loi de finances, l'implication
ou bien on a vu la loi qui nous a imposé à obtenir le quitus fiscal avant la passation de tout acte de vente. Et ceci, effectivement, lui aussi a contribué au ralentissement des opérations immobilières et à l'investissement de manière générale. Il est certes vrai que l'administration n'était pas adaptée à ce genre de situation. C'était l'été, mois de juillet, août. Il y avait les Marocains résidant à l'étranger qui se trouvaient au Maroc. On a vécu quand même une situation assez critique fin d'année 2024. À ce jour, certes, il y a une amélioration, mais je rejoins ce qu'on a dit. On n'est pas encore à la hauteur de tout ce qui nous est imposé de par la loi, de par la bureaucratie que nous vivons au niveau administratif. Donc, s'il y avait un défi, on va dire, pour vous, en tout cas pour le marché aujourd'hui, ce serait effectivement cette question de bureaucratie et cette question effectivement de fluidifier, on va dire, les procédures administratives. Pardon. Amal Barada. Simplement pour dire qu'on n'est pas là pour se plaindre en tant que secteur. Non. Mais en tout cas, tout ce qu'on dit aujourd'hui a un impact sur le consommateur final. C'est-à-dire que quand on veut acheter un appartement et que les process administratifs sont plus lents et sont plus complexes, ça veut dire qu'on peut récupérer son appartement quand on nous le promet pour septembre, on nous le livre en mars. Et quand le promoteur met 12 mois ou 14 mois de plus pour pouvoir réaliser son projet, ça veut dire qu'il a des frais financiers supplémentaires et qu'il va le réintégrer dans le coût. Donc à la fin, ça fait mal à la poche de qui ? Du consommateur. C'est un peu dommage parce qu'on a les capacités et nous, on croit beaucoup dans le partenariat privé-public et on sait que notre administration est capable de faire des choses fantastiques. On a dit que depuis un an, on voyait les choses se transformer à Casablanca et dans d'autres villes. Donc on est capable, nous avons les capacités. Simplement, il faut que tous on s'aligne et qu'on se mette en ordre de marche pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de cette Coupe du Monde. Et l'idée est claire. Naufal Belkhadar, cofondateur et directeur général de Aqar.ma. Alors, ce qui ressort un petit peu de ce premier tour de table, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de défis que vivent effectivement les notaires, les promoteurs immobiliers, qui font effectivement que ça impacte aussi le consommateur, le citoyen marocain, la livraison, etc. Enfin, des biens qu'on veut acquérir. Mais aujourd'hui, regardons un peu en amont. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on parle du secteur de l'immobilier marocain, force est de constater qu'il y a un défi qui revient toujours, c'est l'inadéquation justement entre l'offre et la demande. Là, on est en amont, avant effectivement toutes ces problématiques dont vous parlez. Aujourd'hui, on a eu effectivement en 2024 le lancement de ce programme d'aide directe au logement, un programme qui s'étale sur 4 ans, ça a été dit au niveau de l'éditorial. Finalement, ce type de réponse, est-ce que vous pensez que c'est le bon par rapport à ce défi qui est le défi de l'inadéquation et à côté de ce programme-là qui devait être lancé, qui est là sur les roues et on verra bien ce que ça va donner évidemment dans les années à venir. Quels sont est-ce qu'il y a des signaux aujourd'hui au niveau du marché qui démontrent qu'on est en train d'adresser finalement cette problématique d'inadéquation? Alors, moi je vais revenir un peu sur 2024 rapidement, de point de vue data, chiffres. Parce que là, on a l'indice l'IPAI qui est produit par la Banque Al Maghreb et la conservation foncière. Tout à fait. Et qui dresse un peu sur les 3-4 dernières années, enfin 10 dernières années, les transactions, le nombre de transactions par trimestre et par typologie d'actifs résidentiels, fonciers et professionnels. Alors si on voit 2024 comparant à 2023, c'est une tendance qui n'est pas vraiment haussière ou baissière. On va dire que la moyenne est restée à peu près la même. On parle à peu près de 30 000, 35 000 transactions dans le résidentiel, quelques 10 000 transactions dans le foncier et quelques 5 à 6 000 transactions dans le professionnel par trimestre, ce qui ressort relativement entre 165 et 180 000 transactions annuelles. On remarque que 2024 suit un peu la même trajectoire. Il n'y a pas eu grand changement, mis à part peut-être le dernier trimestre où il y a eu un peu un déclin des transactions. C'est ce que j'allais vous dire. Par contre, troisième trimestre, j'ai les chiffres en face de moi. On a tout de même le déclin, il est majeur et très importantes et avec. On le voit. Oui. Et ceci est expliqué par ce qu'a dit Maître. Parce que dans le résidentiel, on n'a pas que le neuf, on a aussi de la seconde main. Et des fois, on oublie souvent de parler de seconde main. Il y a aussi des particuliers qui veulent vendre leurs biens et qui avant, pour obtenir leur quitus fiscal, etc., c'était plus simple de l'avoir.
Les notaires aussi étaient là dans le fait d'aider les particuliers à avoir leur quitus. Mais là, c'est devenu un peu plus compliqué. Donc, la transaction, au lieu que ça prenne peut-être 1 mois et demi, 2 mois, va aller prendre peut-être 5-6 mois pour que ça se fasse. D'accord ? Donc, l'année 2024 est aussi marquée par, moi je pense, il faut parler aussi de crédit IMO. Moi, je vais parler beaucoup de résidentiel parce que c'est là où on acte le plus. Et à ma vision, vu la data et vu les chiffres, c'est le plus gros du marché de l'immobilier au Maroc, c'est le marché résidentiel. Il y a aussi la partie crédit immobilier. Pour lequel on a eu effectivement, vous le disiez tout à l'heure, une diminution de 28,9% à la fin de l'année, malgré effectivement cet effet d'annonce de la Coupe du Monde, malgré une baisse, on va dire, du taux directeur. Donc on a eu une baisse au mois de décembre. Donc malgré tout ça, en tout cas des signaux comme quoi le taux directeur allait baisser et effectivement les taux d'intérêt allaient baisser. Mais malgré cela, on a des chiffres quand même on a une baisse ASMR, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'à la période 2015-2016, on avait des taux qui avaient atteint les 3,9 hors taxe. Là, aujourd'hui, pour le meilleur profil, on le voit chaque jour sur nos projets, pour le meilleur profil, pas d'endettement, pas d'incident de paiement, etc., on est à du 4,45. On est quand même passé à 6-7 points d'augmentation. D'accord. Donc, je pense aussi que la partie crédit IMO affecte beaucoup le résidentiel. Pour 2025, effectivement, c'est une année de transitoire. Je ne pense pas, moi, à mon sens, je ne pense pas prédire ce qui va se passer en termes de transactions. Est-ce que ça va augmenter, baisser? Mais en tout cas, sur la partie investissement immobilier, parce que c'est aussi une partie qu'on gère énormément, il y a beaucoup de demandes au niveau des MRE qui vont rentrer au Maroc définitivement dans les 2-3 prochaines années. Et il y a beaucoup d'MRE qui souhaitent encore investir au Maroc. Ça, c'est quelque chose que vous êtes capable d'anticiper aujourd'hui? Anticiper, quand vous dites les MRE qui vont rentrer pour s'établir définitivement. Parce que vu que, en fait, nous, on n'a pas que la vision promoteur, parce qu'effectivement, nous avons un service B2B, mais il y a aussi le service B2C. Quand on livre des gens leurs appartements ou leurs studios, c'est des gens qui veulent être accompagnés par la suite pour la location, etc. Et là, on remarque qu'on a la demande sur le produit investissement, principalement résidentiel, studio, n'a pas arrêté depuis le début d'année 2024 et continue à se dresser en 2025. D'accord. Alors, très bien. Pour le sujet d'aide au logement, je ne sais pas si vous... Allez-y, pour répondre à ma question sur l'inadéquation entre l'offre et la demande. L'inadéquation, elle est toujours là. Nous, dans notre métier, il nous arrive de faire ce qu'on appelle des études de marché, offre-demande. Et en fait, ce qu'on ressort aujourd'hui, principalement à Casablanca, parce que c'est le marché qu'on desserve le plus et qui, à mon sens, est le marché le plus stable et représentatif du Maroc, nous ressortons toujours sur la partie demande une séquence, un segment qui n'est pas desservi. Il y a toujours de la demande et l'offre ne suit pas forcément. C'est des prix de vente entre 450 et 650 000 dirhams. Écoutez, on a fait pas mal d'études sur beaucoup de quartiers à Casablanca, avec différents urbanismes, centraux, périphériques, etc. Ce programme ne vient pas évidemment adresser ce besoin-là. Et on n'a rien au niveau du marché qui adresse ce besoin. Aujourd'hui, c'est ça que vous dites? En fait, il y a des produits qui adressent ce marché. Avant le programme d'aide au logement, il y en avait. Mais on revient à d'autres contraintes. C'est des contraintes d'infrastructure, de connectivité, de commodité, de transport public. Il y a pas mal de choses. C'est les périphéries dont parlait tout à l'heure Fabrice Just, c'est ça? Exactement. Donc, ce segment-là, il faut qu'on le desserve. Maintenant, le regardant du côté du promoteur, du développeur, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a aussi beaucoup de contraintes du côté du promoteur. C'est une contrainte de foncier, d'incidence foncière. Est-ce que demain, un développeur est capable de produire un programme immobilier répondant à cette offre de prix, mais le plus proche de Casablanca, le plus connecté possible, avec un environnement sain, sécurisé, etc. Très bien. Très bien. Fabrice Ayust, directrice générale de BMCE Immobilier, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit?
Alors effectivement, par rapport à l'adéquation aujourd'hui de l'offre résidentielle qu'il y a sur le marché, si on parle du dispositif d'aide directe au logement, qui est censé donc répondre effectivement à ces budgets moyens entre 300 000 et 700 000 dirhams, donc correspond à une classe moyenne. Aujourd'hui, on constate que réellement, il y a encore trop peu de projets qui sont éligibles finalement à ce programme. Pourquoi ? Parce que, pour différentes raisons, mais déjà, il y a la date du permis d'habiter qui doit être postérieure au 1er janvier 2023. Donc, c'est applicable pour des projets neufs qui vont arriver sur le marché, mais qui peut-être en 2024 n'étaient pas encore sur le marché. Et puis, ça va peut-être bénéficier effectivement pour des petites villes, des villes moyennes ou les périphéries, où les promoteurs peuvent accéder à du foncier à des prix raisonnables, mais si on prend des villes comme Casablanca, c'est difficile aujourd'hui de trouver un foncier à un prix qui va permettre de finalement sortir un produit final qui sera à un prix de vente inférieur à 700 000 dirhams, puisque c'est le plafond pour pouvoir bénéficier de ces aides directes au logement. Donc ce dispositif d'aide, effectivement, il correspond à une partie de la demande, il va permettre d'adresser une partie de la demande, mais pas toute la demande et pas partout. Donc c'est vraiment peut-être certaines villes, certains segments qui vont en bénéficier. Et c'est, je pense, effectivement des projets qui vont arriver qui vont commencer à arriver plutôt en 2025. Qui vont commencer maintenant on va pouvoir trouver effectivement des projets qui sont éligibles à ça. Et ça va pouvoir dynamiser effectivement le marché. Sur une partie. Oui, sur une partie qui correspond à ce segment. Maintenant, si je peux revenir sur 2024, sur le bilan, on considère que c'est une année qui est plutôt nuancée. Par rapport à ça, parce qu'il y avait effectivement des annonces, l'annonce de la Coupe du Monde, l'annonce de ce programme direct d'aide au logement, mais tout ça dans un contexte, on était quand même encore dans un contexte d'inflation, avec un coût de la vie qui a beaucoup augmenté les dernières années, et donc avec un pouvoir d'achat qui était impacté par ça, avec des taux d'intérêt des crédits qui sont encore élevés, même si effectivement on a... Et j'allais vous dire, on peut même parler au présent. Oui, voilà. Même si on peut constater une petite baisse en fin d'année et que on s'attend effectivement. Là maintenant, on voit que il y a une stabilisation au niveau de la Banque centrale et que donc on va aller plutôt vers une tendance baissière, mais elle sera pas à court terme, elle sera pas rapide. Donc on est toujours sur des taux d'intérêt qui sont quand même élevés. Une problématique de pouvoir d'achat des ménages qui n'ont pas forcément une épargne pour pouvoir financer l'avance quand on veut acheter un bien immobilier. Et le dispositif fiscal dont a parlé Maître Msanda, qui est entré en vigueur au 1er juillet et qui donc a compliqué aussi les transactions immobilières parce qu'il fallait présenter une attestation fiscale préalablement à la vente. Quelles étaient les motivations justement derrière ce dispositif pour nos auditeurs, pour qu'on comprenne ? C'était une motivation pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État qui vont permettre de financer notamment les grands programmes d'investissement du pays. Très bien. Je ne sais pas si Amel veut compléter. Oui, en effet, c'est la bonne réponse. Amal Msenda, présidente du Conseil régional des notaires de Casablanca. Donc, en effet, cette disposition de la loi de finances de 2024, elle est venue, je rajoute un point qui est très important, ça ne concerne pas uniquement les deuxièmes mains, mais ça concerne également les promoteurs. Donc, auparavant, lorsqu'on avait un bien neuf, donc ils n'obéissaient pas à cette réglementation, on avait juste une attestation d'exonération de la taxe d'habitation qu'on recevait instantanément sur le système. Et puis, par la suite, donc l'article 139 a obligé tous les rédacteurs de l'acte, c'est pas uniquement le notaire, mais on a également les aidoul, les avocats donc agréés auprès de la Cour de cassation, qui sont dans l'obligation aujourd'hui, lorsqu'ils établissent un acte de vente, d'obtenir une attestation fiscale. Cette attestation était réservée uniquement aux biens deuxième main. Aujourd'hui, ce champ a été élargi de façon à ce que on est obligé également d'obtenir cette attestation pour les biens neufs, à savoir un bien qui vient d'être construit par un promoteur immobilier. Ce qui a augmenté le volume des opérations au niveau de la trésorerie du royaume, parce que cette partie a échappé plutôt au fisc.
et donc ça n'engendrait pas des autorisations, des attestations administratives, etc. Et c'est tout un circuit, le quitus fiscal. Le quitus fiscal n'est pas uniquement une seule administration. On a l'intervention de la commune, on a l'intervention de la trésorerie, de la DGI et de la perception. Donc je pense que la baisse dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une baisse qui a été due et causée par l'introduction de cette loi. Aujourd'hui, l'administration, je dirais la trésorerie générale est sur la bonne voie de façon à ce que elle aussi, aujourd'hui, elle s'est rodée par rapport au mécanisme. Il s'oriente vers une baisse, on va dire, des délais, c'est ça? Effectivement, une fluidité des obtentions des opérations. Certes, on a encore des choses à faire et à cadrer, mais je pense que d'ici quelques mois, le système va être vraiment fluide et ça va effectivement nous permettre de reprendre la cadence des opérations immobilières. Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group, vous vouliez réagir tout à l'heure et puis je voulais vous entendre par rapport à ce besoin qu'expliquait Naufal Belkhadar, on va dire ce segment de marché entre 450, n'est-ce pas, et 650, que finalement aujourd'hui les promoteurs immobiliers n'adressent pas. Pourquoi ? Alors justement, je voulais revenir sur... Est-ce que le foncier, effectivement, c'est le seul argument aujourd'hui? Alors justement, pour reprendre un peu l'historique, bon déjà aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que clairement, le besoin en logement social, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, on le sent, la demande est là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les conventions sociales. Donc les promoteurs signaient des conventions avec l'État et ils devaient faire 500 appartements sur une durée de 5 ans. Maintenant, depuis 2022, je pense 23, il y a eu la dernière convention qui a été signée. Ensuite, il y a eu ce programme entre 300 000 et 700 000 dirhams. Aujourd'hui, clairement, pour les appartements de 300 000 dirhams, on a beau tourner les chiffres dans tous les sens, il est quasi impossible de sortir un logement à Casablanca et périphérie à 300 000 dirhams. Vu le prix du foncier aujourd'hui, vu le prix de la construction et l'augmentation des matériaux, il est quasi impossible de sortir des appartements à ce prix-là. D'accord, donc c'est aujourd'hui, vous dites le foncier, c'est le seul argument. Le foncier et l'administratif. Et l'administratif. Donc vous insistez sur l'administratif. Naufal Belkhadar, cofondateur et directeur général de un point qui est concret qu'on vit aujourd'hui. Le programme d'aide au logement est un bon programme qui va aider une catégorie de gens à avoir un logement. Peut-être qu'on se concentre sur Casablanca, mais le Maroc, ce n'est pas que Casablanca. Il y a aussi mais vous avez dit tout à l'heure que Casablanca est représentatif de tout le Maroc. Faut choisir. Représentatif, mais il y a. Faut choisir son camp au bout d'un moment. Mais il y a de l'immobilier dans tout le Maroc, et il y a encore sur de petites villes, il y a encore du foncier peut-être qui est accessible et même avec des coûts de construction qui sont peut-être relativement égaux à ce qu'on a à Casablanca, on pourrait relativement faire sortir des programmes entre 300 et 700 000 dirhams. Maintenant, ça ne va pas se ressentir tout de suite parce que vu que ce sont des programmes qui durent en moyenne minimum 1 an, 18 mois, des fois même plus, quand c'est des programmes de beaucoup de logements. Donc, on va ressortir l'impact sur les transactions dans les 2-3 prochaines années. Parce que ça vient d'être lancé. Le temps que les promoteurs cherchent du foncier, autorisent, comme ce que vous avez dit avec les délais d'autorisation, construisent, livrent, c'est en moyenne 24 mois, des fois même plus. D'ailleurs, les chiffres en 2024, on a eu 35 000 bénéficiaires de cette aide, ce qui est relativement faible, très faible très peu. Moi, le point que je voulais évoquer, c'est qu'est-ce qu'on fait du stock invendu des promoteurs immobiliers avant le 1er janvier 2023. Il y a du stock. En parlant de connaissance de cause sur Casablanca, nous avons des projets sur lesquels nous avons du stock à 600 000 dirhams, mais qu'aujourd'hui, l'acquéreur va acheter à 600 000 dirhams, il ne bénéficiera pas des 100 000 dirhams. Ça, c'est une... Je pense que le programme de logement, il est bon, il aura beaucoup d'impact positif, mais reste quand même qu'il y a quelques promoteurs qui vont un peu ressentir. Amar Barrada, tout à l'heure, vous parliez effectivement du côté administratif et de cette contrainte effectivement de temps que vous avez en tant que promoteur immobilier, dans le sens où vous devez aller très vite. Et aujourd'hui, il y a certains effectivement
et certaines contraintes qui font que vous ne pouvez pas aller beaucoup trop vite, effectivement, pour remplir tous les objectifs avant l'échéance de 2030. Il y a ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez cité l'exemple de Ben Slimane tout à l'heure, mais il n'y a pas que Ben Slimane, il y a aussi Marrakech. On a aujourd'hui une flambée des prix, hein, c'est repris un peu partout. À Marrakech, on peut parler d'un retour de marché puisque c'était creux pendant de très longues années. À Ben Slimane, on passe de 500 à 1000 dirhams le mètre carré. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est une contrainte effectivement due à cette annonce de l'organisation de la Coupe du Monde? Aujourd'hui, on dit qu'il y a un manque accru de main-d'œuvre qui pèse finalement sur le secteur. Est-ce qu'on peut considérer déjà ce manque, on va dire, accru de main-d'œuvre comme conjoncturel, ou alors c'est quelque chose de structurel qui a commencé bien avant l'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde? Alors, je ne serais pas compétent pour vous parler de la main-d'œuvre, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur Marrakech, c'est pas un retour de marché. Moi, je pense que Marrakech est en train de continuer son développement et son attractivité à travers le monde. On a vu beaucoup de projets se lancer et réussir à Marrakech. Et c'est une ville qui a réussi parce que son positionnement et son storytelling sont très forts au niveau international. C'est une ville avec une vraie offre culturelle et une ville authentique. Alors évidemment, il y a beaucoup de développements contemporains. Mais entre 2010 et 2020, les prix avaient plein d'autres énormément raisons. Il y a eu baissé. ce qu'on appelle le printemps arabe, il y a eu l'impact de la crise des subprimes qui est arrivée beaucoup plus tard chez nous. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Marrakech, intrinsèquement, c'est une ville qui est en train de prendre, continue à prendre, mais qui a des raisons de prendre. Donc, il y a évidemment une offre qui accompagne une demande importante, ce qui explique l'augmentation des prix. Et moi, je pense que d'ici la Coupe du Monde, ça continuera à augmenter. Et l'attrait de Marrakech continuera. Moi, je n'ai pas de doute personnellement là-dessus. Ben Slimane, c'est très différent. Ben Slimane, c'est parce qu'il y a eu une annonce. Mais est-ce qu'on, pour rester sur Marrakech rapidement avant de passer à Ben Slimane, est-ce qu'on ne se dirige pas finalement vers une bulle au niveau de Marrakech? Est-ce que ça risque pas d'exploser à ce niveau-là, en tout cas avec les informations que j'ai? Je pense que vraiment c'est une ville qui aujourd'hui a un attrait qui est international et qui arrive à continuer à se développer parce qu'il y a un attrait qui va au-delà des frontières. Vous parlez des MRE, les MRE font partie de cet attrait-là. Mais aujourd'hui, Marrakech est la seule ville au Maroc, peut-être un petit peu avec Tanger, à pouvoir attirer des gens à travers le monde, qu'ils soient français, allemands, russes, américains, parce qu'aujourd'hui, il y a un storytelling, il y a une authenticité, il y a une expérience qui est complète à Marrakech. Aujourd'hui, vous avez... Est-ce que vous vous positionnez en tant que Yasmine Immobilier à Marrakech? Écoutez, bien sûr, en train de regarder pour pouvoir se développer là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? On l'a Vu fait. ce potentiel que vous êtes en train de décrire. On l'a fait en 2006-2008. On a développé un premier projet là-bas qui s'est globalement bien passé. Puis il y a eu le creux dont vous avez parlé. Et puis aujourd'hui, depuis 2 ans, nous sommes en train de regarder pour pouvoir offrir une expérience qui enrichisse. Évidemment, il faut pouvoir se différencier, pas pouvoir offrir une offre similaire à ce qu'il y a. Mais on croit beaucoup dans Marrakech et dans son potentiel. Sur Ben Slimane, c'est un phénomène naturel qui s'appelle la spéculation. On considère que c'est lié tout simplement à l'organisation de la Coupe du Monde et au fait qu'il y a un stade important. Nous, on regarde de loin, mais en tant qu'entreprise, on n'ira pas nécessairement là-bas parce qu'on considère que c'est un phénomène conjoncturel et pas structurel. Il y a aussi le TGV quand même. Fabrice Saïst. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi le passage du TGV à Ben Slimane qui fait que ça va être une ville qui, même après la Coupe du Monde, va rester quand même desservie. Je veux dire, le passage d'un TGV, c'est pas rien. C'est pas rien. Après, c'est une infrastructure clé. On a vu l'effet que ça a eu sur Tanger. Il y a un effet cumulé sur Tanger. Tanger, il y a des zones industrielles, il y a l'automobile. Il y a aujourd'hui, il y a Tanger Med, et tout ça contribue au doublement de la population sur peut-être 20 ans sur Tanger, qui donne du sens. Pour moi, le TGV, un stade de foot, c'est pas suffisant pour pouvoir expliquer qu'on puisse s'y installer ou y investir. Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group, vous voulez réagir? Oui, et même par rapport au TGV, même sur Marrakech, il est prévu d'avoir un TGV. Donc aujourd'hui, moi aussi, je pense que clairement, l'engouement pour Marrakech est là. Il y a une vraie demande nationale et internationale aujourd'hui. Et juste un petit chiffre qui est intéressant, c'est que on sait que le mois de janvier, 45% des transactions au niveau de la conservation foncière viennent de Marrakech. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc c'est assez parlant. Et nous, en tout cas à Capset, on y croit à Marrakech. Et Inch'Allah, on prépare un joli projet sur place
Et bon, je peux pas en dire plus aujourd'hui, mais... Et par rapport à cette question de manque de main-d'œuvre, est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence à inquiéter au niveau du secteur? Est-ce que ça commence à peser? Ou alors on se dit que c'est peut-être conjoncturel et que ça passera avec effectivement tous ces projets d'infrastructures, de grandes infrastructures justement qui sont lancés par l'État? Alors, nous, en tant que promoteurs, on ne le voit pas réellement. Ce qu'on constate, c'est surtout une augmentation des prix. Mais après, voilà, il faut peut-être plus parler à des entreprises générales. C'est eux qui sont en contact. Ils ont plus l'information. Mais en tout cas, nous, on le ressent sur le prix des marchés aujourd'hui. Les marchés ont augmenté et ça se ressent. Alors, pour certains, justement, certains analystes, observateurs, on va les appeler... comme ça, ce n'est finalement ni le foncier, ni l'adéquation entre l'offre et la demande, ou encore le financement dont on a parlé tout à l'heure, qui sont réellement les défis du secteur en 2025. Le véritable défi serait le pouvoir d'achat, et encore le pouvoir d'achat. Naufal Belkhedal, cofondateur, directeur général de Aqar.ma, vous en pensez quoi? Le véritable défi aujourd'hui, même si on adressait cette question peut-être de financement demain avec effectivement la baisse des taux, si on trouvait des moyens de développer une offre adéquate, etc. Mais tant qu'on a ce schéma-là d'un pouvoir d'achat qui est faible, la conjoncture internationale qui fait qu'effectivement on a encore des poussées inflationnistes de temps à autre, etc. Est-ce que c'est ça le véritable défi aujourd'hui? Alors, je pense que c'est un facteur parmi d'autres. À mon sens, il est représentatif, oui. Mais finalement, sur quoi on peut agir réellement? Est-ce qu'on va agir sur un pouvoir d'achat? C'est encore un gros sujet à gérer parce que il est connecté avec beaucoup d'autres sujets qui sont d'ordre structurel, qui sont très compliqués à gérer et à faire changer rapidement. Donc, pour moi, c'est plutôt, il faut aller chercher la solution pour ça. Parce qu'aujourd'hui, au lieu... Nous, ce qu'on remarque en tout cas... Mais parce que certains vous disent justement, font des propositions, vous disent oui, le problème c'est le pouvoir d'achat, il faut adresser surtout la demande, il faut aller aider justement les acquéreurs à travers la fiscalité, à travers tout un ensemble de choses qui font qu'on pourra effectivement aider cet acquéreur, pas seulement en lançant ce programme justement d'aide directe sur un produit bien précis, mais en allant aider un peu tout le monde, les primo-acquérants par exemple, de manière générale. On est d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les primo-acquéreurs, en tout cas, ce que nous on remarque chez nos projets, c'est qu'il y a dans les 60 à 70% des transactions que nous faisons sont en financement bancaire. D'accord. Et généralement, comme a dit ma collègue, tu as très peu de clients, de particuliers qui ont cette avance-là de 10%, de 15%, de 20% pour financer une partie de leur bien, en neuf, je parle du neuf toujours, parce qu'ils ont du mal à épargner, parce que le pouvoir d'achat a pris un bon coup de gueule, on va dire, durant ces 2 dernières années. Moi, je vois plutôt la chose de l'autre façon. En fait, si on agit sur le pouvoir d'achat, il faut agir sur certains leviers d'ordre principalement fiscal. L'exemple, c'est au 4e trimestre 2020, post-Covid, on fait 50% de remise sur les droits d'enregistrement et hop, on voit la courbe doubler. On est à 55 000, 60 000 transactions que sur du résidentiel. Donc, agir sur le pouvoir d'achat, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir? On en a quelques-uns, vous venez de citer. D'ordre fiscal. D'ordre fiscal. Exact. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur le programme d'aide au logement, c'est un peu c'est du fiscal, mais fait d'une autre façon. Finalement, quand on donne entre 70 000 et 100 000 dirhams d'aide, ça peut représenter peut-être beaucoup plus. Des fois, c'est du 10%. Ça représente 10% d'un prix de vente d'un bien. Quand même, 10%. Aujourd'hui, aucun promoteur n'est capable de
donner 10% de remise sur un bien immobilier et encore plus sur la fiscalité de l'achat dans sa globalité. On est alors de 6-7% de frais d'achat annexes et personne ne peut offrir les 7% en totalité, enregistrement, conservation, des fois hypothèque, etc. Fabriça Just, directrice générale de BMCE Immobilier, voulait réagir? Je voudrais juste compléter du coup le propos de Naoufel. C'est que, par exemple, les banques aujourd'hui essayent de combler ça, proposent des dispositions, par exemple pour financer les avances. Que les acquéreurs peut-être n'ont pas en épargne, qui ne leur permet pas de déposer l'avance chez le promoteur pour réserver un appartement. Donc, elle propose des dispositions pour financer aussi cette avance et même pour prendre en charge une partie des droits d'enregistrement. Donc, et aussi, les banques qui essayent de contribuer pour relancer un peu le secteur, relancer la production de crédit immobilier, essayer d'insuffler une nouvelle dynamique là-dessus. Sur l'exemple, effectivement, de la disposition qui avait été en vigueur avec une baisse des droits d'enregistrement qui avait été proposée par la conservation foncière. Mais moi, je pense Très bien. Oui. Pour compléter rapidement, oui. Nous, sur les études qu'on fait, offre-demande, on ressort généralement que c'est l'offre qui drive la demande. Et en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est peut-être pas capable d'inverser la chose, de faire une offre qui répond à une demande? Je pense qu'il y a une dynamique durant les dernières années que nous, on l'a ressenti. On travaille avec les promoteurs immobiliers. Mais je pense que les promoteurs immobiliers font des études, etc. pour adresser la base d'un projet. Pour adresser la demande, mais c'est en contradiction avec ce que. Écoutez, moi j'en ai vu quelques-uns qui font des. Ça veut dire font quoi, des études ce que vous dites, approfondies, mais il y en a d'autres qui construisent en fonction de ce que les autres construisent. C'est-à-dire que tu as un effet de mode. On fait du copier-coller, c'est ça que vous dites? Tu viens dans une zone, il y a des gens qui font du résidentiel 2 chambres, 3 chambres et une configuration de 75 à 120, l'autre promoteur vient, il ne voit même pas peut-être le rythme de vente de l'autre promoteur et lui construit aussi le même programme immobilier. Est-ce que ce programme répond à une vraie demande ou pas? C'est ça. Donc l'idée aujourd'hui, nous on le ressent parce qu'on travaille avec des promoteurs qui commencent à aller voir la demande. Et encore là, c'est encore un peu compliqué de prédire ce qui va se passer dans la demande durant les prochaines années. Donc, on voit un peu les courbes des dernières années. Et on se dit, voilà, il y a un besoin sur ce segment-là. Il faut aller le développer. Les contraintes, bien sûr, avec les promoteurs après, c'est de faire sortir le bon bien avec les bonnes marges. Ali Benjelloun, directeur général adjoint chez Cap7 Group, vous pensez quoi de ce qui vient d'être dit justement par Naoufel clairement, Belkhabla? nous, en tout cas, chez Cap7, avant d'acheter n'importe quel foncier, on a des cabinets de conseil qui font des études de marché qui sont très poussées et on ne lance aucun projet si on n'est pas convaincu à 100% et on ne fait pas de projet s'il ne répond pas à une demande qui est là. On ne va pas construire comme le voisin ou construire pour construire. Nous, s'il n'y a pas une demande en face, s'il n'y a pas un projet qui tient la route, on ne le fera jamais. Pour revenir à ce que disait Fabriça Just tout à l'heure, directrice générale de BMCE Immobilier, vous parlez effectivement des banques qui vendent aussi, on parlait de pouvoir d'achat, mais clairement, il n'y a pas que le pouvoir d'achat. Des fois, effectivement, même comment dire, tout ce qu'on doit faire au niveau de la banque, etc. Tout ça aussi, ça peut refroidir rapidement, même si le fait d'acheter un bien immobilier, c'est un investissement très important, très réfléchi, etc. Quand on prend la décision de le faire, on y va. Mais justement, il me semble qu'il y a quelques années, s'adresser à une banque justement pour avoir un prêt immobilier, c'était un peu la croix et la bannière. C'était très, très compliqué. Ça pouvait prendre beaucoup de temps, etc. Tout ça, aujourd'hui, ça a changé. C'est quelque chose sur lesquels les banquiers ont travaillé. Oui, clairement, je pense que aujourd'hui, il y a déjà des agences bancaires qui sont un peu sur tout le maillage du territoire. Donc, on peut toujours trouver une agence bancaire à qui s'adresser à côté de chez soi. Et puis, il y a la digitalisation qui a pris une part très importante depuis la période Covid.
finalement. Aujourd'hui, quelqu'un qui sollicite un crédit immobilier ou même un crédit à la consommation ou qui veut faire même une ouverture de compte, il peut le faire en ligne. Donc, il peut le faire depuis chez lui avec son téléphone ou son ordinateur. Et s'il souhaite être mis en relation... Mais c'est pas la même chose. Alors, rien qu'un crédit entre un crédit conso et un crédit immobilier, les démarches sont absolument différentes. Enfin, c'est absolument pas la même chose, on peut pas comparer. Oui, alors bien sûr, après le circuit est différent, mais au départ, pour initier la demande, c'est le même point d'entrée, c'est-à-dire soit vous êtes sur un portail internet, soit vous êtes dans une agence bancaire et vous allez initier la demande. Et donc, si vous êtes en ligne et même si vous voulez être mis en relation avec un conseiller, c'est possible. Donc aujourd'hui, vraiment, je considère que c'est assez facile d'entrer en contact avec une banque et de pouvoir être mis dans le circuit, être accompagné sur ça. Et puis, même nous, on le fait au niveau de notre site d'Aman Imo, c'est-à-dire que on accompagne le client sur toute la procédure, que ce soit pour chercher son bien, pour être mis en relation avec la banque, souscrire son crédit, etc. Donc, je pense que oui, je pense que les banques ont travaillé un peu à faciliter ce process et cette mise en contact avec les banques. Amal Msenda, président du Conseil régional des notaires de Casa, vous confirmez ce qui vient d'être dit par Fabrice Ayuste, sachant que vous travaillez effectivement étroitement avec les banques justement sur ces démarches. Est-ce qu'aujourd'hui les choses on a beaucoup parlé effectivement de ce que rencontrent les promoteurs immobiliers comme problématique, mais le consommateur, enfin le citoyen marocain, est-ce qu'aujourd'hui il est aidé justement pour qu'ils puissent acquérir un bien beaucoup plus facilement qu'auparavant? Oui, en effet, je rejoins ce qu'a dit Madame Fabricia. Ce qu'on doit savoir, c'est que depuis 2020, période Covid, tout a été digitalisé et en effet, aujourd'hui, le consommateur peut facilement accéder à une plateforme pour pouvoir ouvrir un compte, faire une simulation de crédit, etc., etc. Et on a vu effectivement que la période après Covid, beaucoup de gens ont commencé à acquérir, à obtenir des crédits immobiliers facilement aussi. Par rapport aussi à cette amnistie ou bien à cette exonération qui a été établie par les services de l'enregistrement de 50%. Aujourd'hui, certes, il est un peu difficile, je dirais, d'obtenir un crédit parce que il y a quand même une crise que vit les familles de revenus moyens. Les taux d'intérêt ont augmenté, la cherté de la vie. Et aujourd'hui, certes, ce n'est pas toutes les banques qui suivent. Il y a certainement des dossiers qui sont rejetés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la banque, elle suit. Quand la banque a un client sérieux, donc ils sont là pour épauler et aider ces gens-là à obtenir le crédit dans la facilité. Je dirais certes aussi qu'il y a des banques qui sont rapides, d'autres qui le sont moins. Ça aussi, ça n'aide pas. Donc, je pense que il y a encore des efforts à faire dans ce sens pour pouvoir aider les consommateurs à obtenir et à faire sortir rapidement leur crédit bancaire. On a vu aussi récemment des tiers de confiance aussi émerger et j'imagine, je pense à quelques-uns, Yaki par exemple, etc., qui vont par exemple s'occuper des transactions immobilières, enfin et même s'occuper, on va dire, des démarches auprès des banques, etc. Certainement qu'ils ont dû flairer un besoin effectivement auprès des consommateurs marocains qui rencontreraient peut-être des difficultés effectivement à mener à bien ces démarches. Je reviens aux chiffres de 2024 parce qu'on a beaucoup parlé de résidentiel. On va continuer à parler de résidentiel, mais je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport justement à un segment qui s'est très mal porté en 2024. En tout cas, pendant le troisième trimestre de l'année 2024, c'est l'immobilier professionnel. Vous avez cité quelques chiffres tout à l'heure, Naufal Belkhadar, pardon, et sur le segment de l'immobilier professionnel, la baisse, le recul était de 41,1%. Comment vous l'expliquez ça, Ahmad Warada, directeur général de Yasmine Immobilier, et surtout comment vous l'interprétez? Alors, le chiffre que vous donnez, d'abord, c'est un chiffre de transaction. Tout à fait, c'est un chiffre de transaction, tout à fait. L'immobilier professionnel,
se compose de 2 volets qui sont la location et la vente. Donc la location représente quand même une partie significative du marché. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas eu de baisse, parce qu'il y a aussi des baisses, en l'occurrence sur le bureau. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une offre importante. Peut-être qu'on peut parler dans quelques années de suroffre sur Casablanca. On parle de Casablanca parce qu'on a un peu un tropisme, parce qu'autour de la table, je pense on travaille surtout sur ce marché-là. Et malgré tout, ça représente 60% du PIB entre Casa, sur l'axe Casa-Rabat. Mais évidemment, sur d'autres villes, on a raison d'en parler. Des dynamiques intéressantes. Je pense qu'aujourd'hui, le développement d'immobilier industriel continue, parce qu'il y a une politique de l'État qui encourage le développement industriel. Et on est très heureux de ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, le fait que Maroc soit positionné sur l'aéronautique, sur l'automobile, c'est une chance pour les devises et pour le budget de l'État. Pour ce qui est du bureau, moi j'entrevois que on pensait, juste après le Covid, qu'on allait avoir un effondrement parce que les gens allaient travailler de chez eux. Finalement, on s'est rendu compte que les gens voulaient avoir de la flexibilité, pouvoir travailler de chez eux et venir au bureau. Donc on a eu un impact sur peut-être la taille des bureaux qui étaient pris par les entreprises. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre qui est très importante et puis un glissement géographique à Casablanca de Abdelmoumen, ancien centre, vers Casa-Anfa, Bouskoura. Et ça amène une réflexion sur la transformation des villes. Comment on va transformer un pôle où les banques étaient installées avec le tramway et les sièges, qui aujourd'hui vont être désertés parce que tout le monde va s'installer à Casa-Anfa. Donc sur l'immobilier professionnel, c'est vraiment différent en fonction du segment que vous regardez. Sur le retail, il y a une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, les retailers, ce qu'on appelle les enseignes, en particulier textiles, souffrent beaucoup. Et par conséquent, n'arrivent plus à dynamiser. Donc, pour reprendre l'expression de Fabrice, c'est nuancé. C'est nuancé. Très bien. Vous avez dit, dans l'immobilier professionnel, donc on disait, il y a le tradi, donc il y a tout ce qui est bureau, etc. Mais il y a aussi la partie hôtellerie, hôtel, etc. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à tout ce qui est hôtellerie et est-ce que par rapport à ce segment-là, il y a un certain dynamisme qui se dessine? Alors, je pense qu'Ali pourra en parler parce qu'ils sont en train d'ouvrir un nouvel hôtel et donc il y a une vision plus proche peut-être de la réalité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'administration permet des dérogations uniquement pour des projets industriels ou hôteliers. Donc c'est un signal fort pour que les investisseurs aillent dans ce segment-là. Et ce qui est certain, c'est qu'on voit... Ça montre l'orientation, tout simplement. C'est une orientation majeure parce qu'on a besoin de pouvoir développer des hôtels. Et on voit de plus en plus d'acteurs immobiliers s'ouvrir à ce segment-là qui, pour l'instant, était un peu ignoré. Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group, par rapport justement à l'immobilier professionnel et plus spécifiquement l'hôtellerie. Alors je vais d'abord revenir sur le bureau. En fait, le bureau, avec les bureaux, en fait, le Covid a un peu perturbé l'écosystème du bureau. On sait que les multinationales, il y a eu le télétravail, donc il y a beaucoup de multinationales qui ont lâché les mètres carrés. Et bon, là, la tendance est inversée. Là, ils sont en train de vouloir revenir au bureau. Exactement. Donc, effectivement, aussi par rapport à l'offre des bureaux, moi, je parle surtout du marché de Casablanca. Effectivement, il y a une offre qui est importante aujourd'hui, surtout au niveau de l'ODA. Et on voit qu'il y a de superbes projets. Mais je reste quand même convaincu que lorsqu'on fait un beau projet, et que aujourd'hui, de toute façon, il est primordial de certifier ces projets, d'être aux normes internationales. Si on fait pas ça, c'est clair qu'on va avoir du mal à vendre. Mais lorsqu'on fait un beau projet avec un bon architecte, qu'on respecte toutes les nouvelles réglementations internationales, généralement, on arrive à écouler, soit vendre, soit louer. Donc, moi, je reste quand même assez confiant par rapport au bureau. Et par rapport à l'hôtel, alors clairement aussi par rapport à ça, c'est que la Coupe du Monde qui arrive, les autorités encouragent vraiment les promoteurs à développer les hôtels. Aujourd'hui, il y a un vrai manque du nombre de chambres à Casablanca. Et on est encouragé, tous les promoteurs sont encouragés, même les chaînes sont présentes aussi. Donc, je pense qu'il y a de la place et pour les promoteurs qui veulent se lancer dans l'hôtellerie. Et vous disiez au tout début de l'émission, vous êtes aidé par les autorités. Mais concrètement, vous êtes aidé comment? Concrètement, c'est-à-dire qu'ils nous encouragent par rapport, ils veulent assouplir un petit peu les démarches administratives. Donc, la volonté est là. C'est pas toujours facile de le faire, mais en tout cas, la volonté est là de pouvoir aider les investisseurs à développer des hôtels, etc. Très bien. Fabrice Ayust, directrice générale de BMCE Immobilier. Pour compléter, il y a aussi des fonds publics à l'investissement qui ont été mis en place et donc qui visent à accompagner très fortement aussi le secteur touristique et notamment la relance d'hôtels qui sont fermés, la rénovation d'hôtels ou le développement de nouveaux projets hôteliers dans toutes les villes du Maroc. Omar Barada.
Non. Oui. Non, je voulais juste dire- Allez, Benjeloun, alors. Non, par rapport à Je pensais que vous m'aviez fait signe que vous vouliez prendre la parole, Non, mais par rapport à allez-y. ce que disait Fabricia, effectivement, je confirme. On a le CRI aujourd'hui qui est hyper actif par rapport à ça aussi et qui encourage vraiment. Les aides sont là et en tout cas, ils sont accueillants pour les investisseurs. Donc, je pense qu'il y a la volonté là, en tout cas. Nofal Belkhadar. Moi, je vais rebondir sur le marché du professionnel, principalement les bureaux. Je vais toujours parler d'expériences que nous vivons au niveau de la boîte pour accompagner des promoteurs. Aujourd'hui, il est discussion. Mais déjà, est-ce qu'on peut expliquer cette baisse de 41,1% des transactions? Au niveau des bureaux? Oui. Est-ce qu'il y a des facteurs tangibles qui font que... C'est une bonne question. Bah oui, j'attends la réponse. Écoutez, moi je pense que je rejoins un peu ce qu'ont dit mes camarades sur la partie effet un peu post-Covid. Nous aujourd'hui, on remarque, il y a une donnée très importante. Il y a des boîtes, parce que en fait, dans les bureaux, il n'y a pas que les multinationales. Il y a aussi des locaux, il y a les professions libérales, il y a les investisseurs. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs que, au lieu d'acheter un studio, ils vont acheter un bureau pour le louer aussi. Ça aussi, c'est devenu un produit aussi d'investissement. On remarque qu'il y a des sociétés locales, enfin marocaines, qui passent de grande superficie à petite superficie. En fait, qui cherchent à baisser leur loyer. Ils passent de loyer de... Je donne des exemples concrets. On a eu des demandes de gens qui veulent passer de 18 à 12, à 11. Des gens qui veulent passer de 25 à 18. Et ça, ce sont des TPE marocaines, peut-être pas des PME, mais des TPE marocaines, qui aujourd'hui ont ressenti peut-être pas une accélération, mais un ralentissement au niveau de leur activité, qui veulent aussi aller chercher des bureaux qui sont moins chers, voilà, moins coûteux. Donc, moi, je pense que c'est un effet qui est très ressenti dernièrement. Maintenant, pour revenir au développement de... C'est mauvais signe, ça. Écoutez, à notre niveau, on l'a remarqué. Maintenant, est-ce que c'est un effet national C'est un changement local. Dans le mode de travail. Je ne sais pas si on peut Exactement. généraliser, effectivement. Fabrice, vous dites que c'est peut-être un changement dans les modes de travail? Oui, parce qu'après le pourtant, Covid, au Maroc, au niveau des TPE, on n'a absolument pas adopté le télétravail, d'après les différents témoignages. Exact. Mais c'est vrai que globalement, dans les PME et les grandes entreprises, ça a quand même modifié plus ou moins, selon les sociétés, mais ça a quand même modifié un peu les modes de travail et je dirais l'appropriation de l'espace de travail. Donc, on est peut-être davantage sur des espaces partagés, sur des espaces flexibles qui éventuellement nécessitent moins de mètres carrés. Et puis, c'est vrai que l'immobilier, c'est une charge qui est importante pour une entreprise et que dans le contexte qu'on connaît, le contexte économique actuel, les entreprises essayent aussi de réduire cette charge, de l'optimiser et donc en utilisant mieux les mètres carrés, en adoptant d'autres modes de travail, on arrive aussi à réduire le besoin en mètres carrés. Donc, je pense que c'est une tendance qui va sûrement se confirmer. Amal Msenda, président du Conseil régional des notaires de Casablanca, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport au point portant sur le secteur de l'hôtellerie. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des encouragements en matière de fiscalité par rapport à tout investisseur, même en matière d'enregistrement. Et ceci, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais on a une fiscalité qui est là, qui a été établie par le gouvernement pour effectivement pouvoir promouvoir l'investissement dans le secteur hôtelier. Je voudrais aussi rajouter par rapport au point tout à l'heure de Dame Sakan, lorsqu'on a parlé de qu'en est-il du stock des logements qui ont été avant 2023. Avant 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas oublier que Dame Sakan, il concerne des logements qui ont été aménagés avec 2 chambres. Donc, ce qui veut dire que si on prend le cas de Casablanca, on pourra trouver des promoteurs qui ont construit, qui répondent à cette tranche de peut-être de 300 à 700 000 dirhams. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'aménagement, ils n'obéissent pas aux exigences de Dame Sakan. On va trouver peut-être des studios, mais c'est rare de trouver un logement en plein Casablanca avec deux chambres qui se vend à 700 000 dirhams.
Très bien. Je voudrais juste revenir. J'étais en train de lire entre-temps les commentaires des auditeurs. J'ai essayé d'en relayer quelques-uns tout à l'heure. Je voulais revenir sur. On a parlé effectivement en tout cas des facteurs qui peuvent expliquer justement cette baisse dans les transactions dans l'immobilier professionnel. Et vous avez parlé, Fabrice Saïoust, justement de changements dans les modes de travail, etc. On peut se poser la même question pour le résidentiel. Au sortir de la crise liée au Covid-19, on avait beaucoup dit que les gens n'avaient plus peur d'aller vraiment dans les périphéries, quitte à avoir une meilleure qualité de vie, plus d'espace, etc. En jardin, pourquoi pas plus de pièces, etc. Ça s'est confirmé tout ça, Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group, ça se confirme ou pas aujourd'hui? Quand on voit aujourd'hui les projets qui sont sur Darboeza ou sur Bouskoura, on voit bien que ça devient des mini-villes. Donc oui, je pense que effectivement, les gens sont prêts à aller un peu plus loin pour avoir une vraie qualité de vie. Ça se confirme. Ou de rester en ville et avoir des espaces extérieurs. Ouais. Nous, on a constaté ça de manière très forte. On avait pas mal d'appartements en rez-de-chaussée avec jardin et avec des rooftops. Et on pensait à l'époque que ça allait très bien fonctionner. Et donc jusqu'à avant le Covid, c'était un peu compliqué. Ces appartements qui étaient très sympathiques, qu'on n'arrive pas à vendre. Et juste après le Covid, en un an... Pourquoi vous n'arriviez pas à les vendre? Parce que le budget était important et que les gens considéraient que ça ne méritait pas de payer le jardin ou de payer le rooftop. Parce que finalement, c'était un coût supplémentaire. Il fallait le financer. Et par conséquent, ça n'avait pas de sens pour eux. Mais juste après le Covid, en un an, tous ces beaux appartements ont été vendus. Donc il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de pouvoir avoir des espaces extérieurs. Et puis il y a une partie de la population qui préfèrent rester en ville. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à Bouskoura ou à Darboza, mais qui sont revenus. Oui, il y a des gens qui sont citadins, qui ont envie de rester en ville, près de l'école des enfants. Donc on ne peut pas objectiver. On ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Oui. Alors il me semble justement que d'après une étude de Moubawab, une récente étude, il y a plus de 50% de la demande, et là on est sur des statistiques, il y a plus de 50% de la demande qui concerne des biens dont les superficies sont inférieures à 80 mètres carrés. Et Naufal Belkhadar, cofondateur, directeur général de Aqar.ma. Finalement, cette tendance, ça ne se confirme pas tellement dans les chiffres. Écoutez, quand on parle de superficie, finalement, on parle de prix. Parce que moi, je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai il y a 10 ans, avec des particuliers qui veulent acheter du résidentiel, mis à part une CSP qui peut se faire plaisir ou aller dans des quartiers et qui n'a pas de problème de budget, mais la plus grosse part d'acheteurs, de primo-acheteurs, ils ont généralement un budget. Alors ce budget-là va, nous dans notre démarche, généralement avec les particuliers, on commence par le budget. C'est très important de définir, parce que le budget, définir le budget et le besoin en termes de 2-3 chambres, peut-être d'autres critères, vont définir la zone où la personne va acheter, ou le quartier où la personne va acheter. Parce que finalement, les prix moyens de vente au neuf et à la seconde main sont relativement stables. Mis à part si on trouve relativement de bonnes affaires, mais ils sont stables. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par le budget, et c'est avec le budget et le souhait de 2 ou 3 chambres qu'on va aller chercher le bien qui va correspondre à cette personne-là. Il se peut qu'il se retrouve avec un 2 chambres salon de 75 mètres carrés. Il peut qu'il se retrouve avec un 2 chambres salon de 95 mètres carrés. Là, c'est encore... donc moi, je pense que c'est la demande, elle est plutôt drivée par les budgets plutôt que par la superficie. Autrement dit, ce que dit Naufal, Naufal, ce qu'il dit, et c'est très pertinent, c'est si les prix de l'immobilier étaient 2 fois moins chers, les gens souhaiteraient d'avoir 2 fois plus d'espace. Clairement. C'est aussi simplement que ça. Clairement. Et la problématique, c'est vraiment le budget. Et après, aujourd'hui, on se rend compte... D'où la question qu'on posait au début de l'émission, c'est est-ce qu'il ne faut pas adresser la demande d'abord et le pouvoir d'achat pour que l'offre elle puisse suivre. Parce que moi, tous les commentaires que j'ai là, ils concernent effectivement la qualité des produits immobiliers proposés. La plupart des commentaires que j'ai, c'est... Il n'y a pas de juste milieu aujourd'hui. Soit on a de bons produits et c'est hyper cher, c'est hors de portée, d'où cette question d'inadéquation, ou alors c'est pas cher et c'est médiocre. Ça, je pense que ça pose une autre problématique, c'est celle de la lisibilité du marché pour le consommateur. Et aujourd'hui, il y a une pléthore d'offres, je pense qu'on peut tous le dire, quand on regarde un peu partout, mais on a très difficilement la capacité à dire quel est le projet au standing, quel est le moyen standing et quel est le bas standing. Et est-ce que
c'est parce que vous achetez moins cher que vous devez avoir quelque chose qui n'est pas durable. Qualitatif. Ça, c'est un vrai problème. Et ça devrait être normatif. Tu parlais tout à l'heure de certification, Ali. La certification est un moyen qui est certes contraignant, mais qui permet de pouvoir protéger le consommateur. Aujourd'hui, sur l'immobilier résidentiel, très difficile de pouvoir juger pour un consommateur lambda si, quand il va acheter à tel endroit, il y aura une bonne isolation, s'il va pouvoir entendre les voisins ou pas, si il aura des problèmes X et Y. Et par conséquent, ce que nous, on invite, c'est que on soit plus proactif en tant que développeur pour pouvoir donner plus de lisibilité. Parce que c'est l'acte d'achat d'un appartement, c'est très engageant. Quand vous achetez un appartement, c'est pour 10-15 ans. Et ensuite, vous avez envie de le revendre. Et idéalement, à plus cher que vous l'avez acheté avec le financement bancaire. Oui. Donc, par conséquent, il est essentiel qu'on puisse garantir un certain niveau de qualité, quel que soit le niveau, en social, en moyen standing, en haut de gamme. On doit être capable, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est par des aides de l'État, je ne sais pas si c'est par des encouragements, mais il est fondamental que le consommateur puisse s'y retrouver. Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on le remarque, aujourd'hui les consommateurs, ils sont de plus en plus exigeants. Aujourd'hui, ils sont très regardants, ils veulent un confort thermique, ils veulent un confort phonique, ils sont très regardants aussi au niveau de l'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, on le remarque. Et forcément, quand on veut... je ne sais pas si je peux parler, vous connaissez peut-être le green building, je pense que vous les avez déjà reçus ici. Tout à fait. Si je peux en dire un petit mot peut-être. Bien sûr, mais on a déjà fait plusieurs débats sur ça. Sur ça, j'aimerais juste en parler. Ils avaient reçus et ils nous ont expliqué des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Exactement. En fait, je vais juste deux, trois petits mots sur Green Building, dont je suis aussi administrateur. En fait, Green Building, c'est un GIE qui a été créé et dont le but, c'est de créer un label 100% marocain et qui a pour objectif de solutionner la problématique de la réglementation thermique en proposant des matériaux isolants de construction et qui mènera aussi vers une promotion immobilière éco-responsable. Donc aujourd'hui, on se rend compte que avoir un appartement bien isolé, thermique, etc. et tout, ça ne coûte pas forcément plus cher qu'un appartement. Donc, on travaille sur des solutions. On a l'appui des pouvoirs publics parce que on le sait tous aujourd'hui que l'énergie est subventionnée par l'État aujourd'hui. Donc, ils sont derrière nous. Mais le débat qu'on avait eu à l'époque autour de ces tables, c'est que les promoteurs immobiliers, nous, ne jouent pas tous le jeu. Exactement. Mais justement, le but de créer ce label, c'est d'encourager les promoteurs à adhérer à ce label. C'est 100% marocain, c'est des matériaux aussi 100% marocains. Et le but, c'est d'arriver à sortir des appartements pas plus chers qu'un appartement standard, mais avec une vraie réglementation thermique, etc. Et tout. Donc, c'est un peu l'objectif de ce label. Très bien. Je reviens justement à la Coupe du Monde 2030 et son impact effectivement sur le marché de l'immobilier, notamment dans les villes qui vont accueillir des matchs Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès. On a parlé de Casablanca, on a parlé de Marrakech, un peu de Tanger, mais effectivement, on n'a pas pu parler des autres villes, mais c'est pas grave. Ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que le profil des investisseurs va changer avec cette Coupe du Monde? Je vous pose la question. Naufal Belkhadar, cofondateur et directeur général de Aqara.ema. Est-ce qu'on aura forcément plus d'investisseurs étrangers, pas que les Marocains du monde, j'entends évidemment, d'autres nationalités? Est-ce qu'il y en a déjà qui manifestent leur intérêt pour le marché immobilier marocain avec cette annonce de l'organisation de la Coupe du Monde? Et si oui, pour quel impact finalement sur le marché? Parlons du sujet d'investissement, qui est un gros sujet depuis 2-3 ans. On parle beaucoup d'investissement en immobilier, les taux de rentabilité, sur quoi investir, aller sur du résidentiel, des bureaux, etc. Moi, je pense qu'il y a une bonne demande des locaux, déjà, des Marocains, qui sont de plus en plus attachés à l'investissement immobilier qui reste, qu'on le veuille ou non, l'investissement probablement le plus sûr, ce qu'on appelle la valeur refuge, qui depuis des années est drivée par les locaux. Maintenant, nous, ce qu'on remarque sur nos projets résidentiels ou bureaux, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai lu ce matin en préparant l'émission une analyse justement sur
sur l'immobilier professionnel et ce chiffre de 41,1%, enfin ce recul des transactions, qui est expliqué par d'autres types d'investissements, par exemple dans la bourse, qui ont surplombé effectivement l'investissement immobilier, enfin un des facteurs. Oui, clairement. Ça dépend de quoi on parle. Exact. En fait, aujourd'hui, moi, à mon sens, le frein aujourd'hui principal à l'investissement en immobilier, c'est l'éducation de l'investisseur. Tout le monde a envie d'investir en immobilier, mais personne ne sait comment y procéder. Et en fait, ce qu'on doit mettre en place, c'est dans tout projet où il y a une opportunité d'investissement, il faut que l'investisseur soit accompagné. Ce que j'allais vous dire, est-ce que les gens sont forcément... Vous disiez les locaux, donc les Marocains, mais est-ce qu'ils sont conseillés, est-ce qu'ils ne sont pas conseillés, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Ça dépend de leur approche en fait d'achat. Si aujourd'hui un investisseur dans son approche d'achat, il va d'abord aller voir un acteur de l'immobilier, que ce soit une agence immobilière, un agent immobilier averti, peut-être une société de gestion, un intermédiaire, mais plutôt averti, un intermédiaire qui a plutôt les codes de l'investissement, à savoir minimum calculer une rentabilité nette, brute, un payback, il y a un minimum dessus. Si cette approche est faite de cette façon-là, généralement l'achat immobilier est réussi. C'est-à-dire qu'il va être conseillé sur la zone où il va acheter, sur les risques de l'investissement, parce que l'investissement en immobilier, ce n'est pas que des loyers qui rentrent chaque mois, et c'est un taux de remplissage, il y a pas mal de risques qui sont là, c'est des impayés parfois, des fois ça peut tourner mal, on doit le dire. Mais si l'approche est faite dès le départ dans l'investissement avec du conseil sur la zone, le prix, le secteur et les pourcentages, généralement, le projet, il est réussi. Si on fait une approche classique, on va chez le promoteur, on va dans un projet, on achète un produit et après on le met sur le marché, on espère avoir des rentabilités avoisinant les 10%. Après, c'est notre approche qui est mauvaise. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en place un driver de l'investissement avant l'investissement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait dans le marché des acteurs qui peuvent accompagner, bien sûr en concertation avec les développeurs, il faut mettre en place une dynamique. Ils n'existent pas aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, ceux qui le font, c'est principalement des agents immobiliers. Encore faudra-t-il que le consommateur marocain en immobilier fasse appel à l'agent immobilier et à une agence immobilière avertie pour qu'il soit accompagné dans son achat, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a pas mal de personnes qui vont juste aller voir un peu des émissions, etc. Et puis ils se disent, voilà ce que j'ai ressorti, ils vont faire leur achat eux-mêmes. Donc ces acteurs, ils sont là. Mais il faut un peu plus professionnaliser cette façon de faire pour que les locaux puissent réussir. Le côté international justement de cet événement, etc. Et ça, vous répondez pas à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'investisseurs étrangers qui s'intéressent justement à ces villes? Et pas que Marrakech d'ailleurs, on sait que Marrakech, il y a un intérêt grandissant. Je parle des autres villes, je parle d'Agadir, de Tanger, de Fès, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui ou pas encore? Alors, chez nous, principalement dans ce qu'on fait comme transaction, l'intérêt il est fait par les émireux, à 99%. D'accord ? Jusqu'à présent, on a très peu de citoyens, je ne dis pas de nationalité étrangère, qui n'ont pas peut-être beaucoup d'idées sur le Maroc et qui vont venir investir et mettre... Et pourtant, c'est les premiers qui investissent, par exemple, à Marrakech. Là, aujourd'hui, on parle de profil d'investisseurs qui changent. On a des gens de l'Europe centrale, etc., qui commencent à s'intéresser, avec un choix pour des biens avec plus de chambres par rapport à ce qui était demandé avant. Voilà, il y a des choses qui se disent. Pour moi, Marrakech, c'est un marché immobilier touristique depuis tout le temps. Il est toujours drivé par les étrangers. D'ailleurs, nous, on a peut-être étudié quelques projets à Marrakech, approché quelques promoteurs. Quand on va analyser les ventes, 90% des ventes ne sont pas faites par des Marrakechis. Ils sont faits par soit des Marocains qui n'habitent pas à Marrakech, soit à des étrangers directement. D'accord ? Mais l'idée, en fait, derrière ça, nous, en tout cas, nous, on le ressent pas. On ne ressent pas qu'il y a vraiment un intérêt des étrangers purs pour des villes comme Casablanca, parce que je parle quand même de marché que je maîtrise, c'est important. Mais ce qui est important dans l'investissement, c'est qu'il faut créer la locomotive de l'investissement. En fait, il faut créer le cadre de l'investissement. Parce qu'un étranger, quand il vient, il faut qu'il sache à qui s'adresser.
il ne va pas s'adresser directement aux développeurs. Ça n'a pas de sens. Comment Écoutez, il va... nous, ça arrive. On a quelques signaux faibles. On a des investisseurs chinois qui viennent acheter des appartements. Ok. On a des investisseurs qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent investir pour eux, pour leurs enfants. On a évidemment des Marocains du monde. Et bon, ils arrivent un peu par hasard. Là où je vous rejoins, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement accompagnés, bouche à oreille, conseils d'amis, etc. Et puis ils finissent par acheter chez nous. Ce qui est certain, c'est des gens qui ne sont pas installés au Maroc, ça. Si, en partie. Les investisseurs chinois, en partie, sont installés ici au Maroc et font de la location longue durée. Et puis les autres, chacun a son profil qui est un peu différent. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a quelques signaux faibles. Évidemment, il y a la vision royale qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc est perçu très positivement en Afrique. Et par conséquent, on est un pays qui est dans le radar, qui n'était pas forcément dans le radar il y a 20 ans pour l'investissement immobilier. Et puis pour les MRE, la géopolitique et puis les tensions culturelles font que les Marocains du monde se demandent est-ce que c'est pas le moment de revenir ou bien de remettre un pied au Maroc parce que voilà, c'est agréable. Et l'investissement, ça peut être on va dire un premier pas pour effectivement se projeter, peut-être revenir durablement. Sa Majesté avait invité les Marocains du monde à venir investir au Maroc. Ça ne voulait pas forcément dire d'immobilier, ça voulait dire de manière générale. Donc l'investissement en immobilier, c'était peut-être un premier pas pour eux de se dire j'ai un plan B, je sais que je peux revenir chez moi parce que je sais que le Maroc c'est chez moi et en prévision des événements à venir, je peux venir à un moment donné pour me lancer dans une nouvelle activité. Fabrice Ayouste, directrice générale de BMCE Immobilier. Un mot justement par rapport aux grands investisseurs. Je peux témoigner qu'au niveau de notre site damanimo.ma et avec Bank of Africa, on est en contact justement avec plusieurs investisseurs étrangers, majoritairement qui viennent d'Europe et du Moyen-Orient et qui aujourd'hui sont en recherche d'opportunités pour investir au Maroc. Et je parle de projets hôteliers où ils sont en recherche de foncier pour développer donc des grands projets. Effectivement, ils voient un peu ce qui se passe au Maroc, ils veulent se positionner aussi dans la dynamique dans quelle ville 2030. Franchement, il y a des villes toutes les villes. Il y a Marrakech et Casablanca qui se démarquent toujours. Il y a le nord du Maroc, de Tanger à Silla, à Larache. Il y a l'oriental aussi. Donc, on a vraiment des sujets dans différentes régions qui toutes ont des opportunités à proposer. Et je pense que ce sont ces investisseurs aussi qui ont la capacité à faire venir, là pour le coup, des acheteurs étrangers. Parce que pour un étranger qui n'a pas de lien avec le Maroc, par exemple, qui est en Europe ou même au Moyen-Orient et qui veut investir, c'est pas évident d'investir dans un pays qu'on connaît pas. On n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément les relais sur place. Sachant qu'il y a des salons de l'immobilier, évidemment, qui se passent régulièrement à Paris, à Bruxelles, etc. Et qui dernièrement, d'ailleurs, fonctionnent très bien. Et il y a un grand entrain dans ces salons. Et en fait, donc pour un acheteur qui est à l'étranger, qui veut investir au Maroc, c'est plus facile peut-être de suivre donc un investisseur qui est européen ou qui est de son pays et qui va l'aider à venir investir peut-être dans son projet au Maroc. Donc je pense que ça c'est une vraie dynamique et qui va... Il y a aussi des promoteurs immobiliers qui vont développer des projets en Afrique et vendre en Afrique aussi. Ça c'est une tendance aussi qu'on peut remarquer ces dernières années. Amel Msenda, présidente du Conseil régional des notaires de Casablanca. Alors toujours dans le même ordre d'idées. Dernièrement, le Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc a signé un partenariat avec l'Union arabe pour le bâtiment et la promotion immobilière. Bientôt, on aura un congrès au mois d'avril au niveau de l'Ayoun. Donc, et ce congrès va essayer de promouvoir la région du Sahara marocain et d'inviter les investisseurs des pays du Golfe et même d'Afrique à venir. C'est pour pouvoir investir et connaître la région. Donc, cette région qui a été un petit peu, je dirais, écartée parce que les grandes métropoles, c'est Casablanca, Marrakech, Rabat, etc. On a un peu, c'est-à-dire que la région du Sahara aujourd'hui reste une région très prisée, vierge aussi, et qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Et on espère que ce congrès, effectivement, permettra de ramener des investisseurs étrangers. Encore faut-il qu'elle soit bien desservie, parce qu'on le sait, à chaque fois qu'il
il y a des lignes aériennes, des routes, etc., effectivement, il y a l'activité immobilière aussi qui peut prospérer assez rapidement. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Un dernier tour de table pour clore ce débat. Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Capset Group, votre mot de la fin? Écoutez, comme on a dit, je pense que là, avec la CAN et la Coupe du Monde qui arrive, on a 5 ans de travail devant nous où il faut que, en tout cas en tant que promoteur, on va prendre cette opportunité et faire le maximum. Et je pense que c'est des pays comme l'Espagne, par exemple, qui après la Coupe du Monde ont vraiment évolué d'une manière exponentielle. Et je pense que c'est notre moment aujourd'hui, c'est le moment du Maroc. On a 5 ans devant nous et il faut en profiter au maximum. Amal Barada, directeur général de Yasmine Immobilier, votre mot de la fin? Un dernier mot pour dire que on est tous très très fiers de pouvoir accueillir donc la CAN et la Coupe du Monde évidemment, et que il nous revient à chacun en tant que développeur immobilier, mais pas nécessairement uniquement dans ce secteur-là, de contribuer à se préparer. C'est une opportunité pour nous, pas simplement pour cette échéance-là, mais pour pouvoir préparer l'avenir. Et je pense que cette opportunité-là doit être saisie dans les gestes du quotidien, dans les intentions du quotidien, et de manière concrète sur le terrain pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un alignement qui nous permette de réussir. Fabrice Youst, directrice générale de BMCE Immobilier, votre mot de la fin? Alors je dirais que en immobilier, on constate que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc on a toujours des tendances différentes selon les années. Aujourd'hui, on voit que il y a le secteur immobilier. Je ne sais pas si c'est positif ou c'est négatif, ça par contre. Il y a des années qui sont mieux que d'autres. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'en 2024, on a dit, il y a eu un peu d'attentisme. Il y avait des choses qui avaient besoin d'être rodées, d'être mises en place, d'être assainies. Je pense qu'aujourd'hui, au début de 2025, les indicateurs sont meilleurs. Il y a de bonnes perspectives. Il y a des choses qui sont en place, qui vont permettre d'accompagner une bonne dynamique. Donc, on peut être assez optimiste par rapport à ça. Il faut aussi se dire que, comme ont dit mes collègues, donc les 5 années qui vont venir vont être déterminantes pour le secteur immobilier, mais aussi pour l'économie nationale. C'est une opportunité vraiment d'accélérer le développement économique et du pays et donc de relancer le secteur immobilier. Mais il faut aussi se projeter après ces événements, c'est-à-dire qu'après 2030, il faut que tout ça perdure. Toutes les infrastructures qui sont développées, elles sont là pour la durée. Elles vont perdurer aussi après 2030. Tous les logements qui vont être construits, les unités hôtelières qui vont être construites, il faut aussi que ce soit dans une perspective durable et que ça profite à toute la population et à tout le royaume après, même au-delà de 2030. Mais en tout cas, c'est une opportunité pour accélérer le développement des infrastructures et des projets immobiliers. Naufal Belkhadar, cofondateur, directeur général de Aqal.ma. Écoutez, nous sommes très optimistes par rapport à ce qui va se passer durant les prochaines années. Je pense qu'il y aura beaucoup de développement. Qui dit développement dit création d'emplois, dit création de richesses, dit des opportunités aux Marocains, aux Émirats, aux étrangers d'accéder peut-être pour la première fois à l'immobilier au Maroc. Moi, ce que je souhaite réellement, c'est que dans l'écosystème immobilier marocain, qu'on travaille main dans la main, tous les acteurs travaillent main dans la main pour réussir la Coupe du Monde et la période post-Coupe du Monde qui va être cruciale pour le Maroc. Amal Msenda, président du Conseil régional des notaires de Casablanca, votre mot de la fin? En tant que Marocains, je pense qu'on est tous fiers d'accueillir et d'organiser la Coupe du Monde de 2030. Et je pense qu'on sera à la hauteur de cette organisation et de cette opportunité qui s'offre à nous aujourd'hui. Il est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir réaliser nos objectifs, mais je suis sûre qu'on y arrivera. Et il est 15h bientôt, passé de 27 minutes sur Lux Radio. C'est la fin d'Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées. Avant de se quitter, un grand merci évidemment à nos invités d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à mes questions. Merci
à Amel Msenda, président du Conseil régional des notaires de Casablanca. Merci également à Fabrice Youst, directrice générale de BMCE Immobilier. Merci également à Amal Barada, directeur général de Yasmine Immobilier. Merci à Ali Benjeloun, directeur général adjoint chez Cap7 Group. Et merci à Nofel Belkhadar, cofondateur et directeur général de Haqqal.ma. Merci également à l'équipe qui m'accompagne tous les jours à la production. Fatem Zara Alaoui, Hicham Abkari à la réalisation en direct. Tout de suite, place aux après-midi tentations jusqu'à 18h. Retrouvez ensuite les nuits magiques avec Karim Alam-Boucher, c'est de 20h à minuit. Un très bel après-midi à l'écoute de Lux Radio. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau débat Avec ou sans parure.